Salutations Internet, Pierre-Louis Renaud, aujourd'hui pour te parler des jeux auxquels j'ai joué en janvier. Janvier 2024, alors oui, premier mois de l'année, premier mois de découverte, puis c'est aussi un moment de rassemblement. Janvier pour moi parce que c'est ma fête. Alors oui, j'ai pu jouer à beaucoup de jeux ce mois-ci à cause des événements que j'ai organisés pour ma fête, fait que je vais vous en parler. Et sans plus tarder, les jeux auxquels j'ai joué ce mois-ci. Premièrement, je ne vais pas parler de tous les jeux de rôle que j'ai essayés. Vous allez les voir passer sur notre chaîne Jeux de rôle. Mais on a quand même reçu un paquet des 12 Singes, qui est une maison d'édition de jeux de rôle française. Fait que je les remercie. Fait que sache-le, tous ces produits-là nous ont été envoyés par la maison d'édition, mais c'est parce que j'avais fait une vidéo sur les univers que j'avais trouvé le plus fun pour Donjons Dragons 5e édition. Et il y a un monde édité par les 12 Singes qui s'appelle Pax Elfica. C'est un monde dans lequel on évolue dans une ville qui s'appelle Brenhaven. Et il y a une tyrannie elfique. Et ce sont des elfes qui sont venus libérer des peuples de la région, mais qui, après leur victoire contre un nécromancien terrible, ont décidé de garder le contrôle de la ville. Ils nous ont aussi envoyé tout plein d'initiatives, point d'exclamation. Ce sont des petits livrets qui résument des jeux de rôle simples en quelques pages. C'est vraiment la base pour pouvoir vous lancer dans ces systèmes-là. Vous avez un résumé des règles, vous avez des personnages pré-tirés et un scénario original pour un one-shot, découvrir l'expérience de ce jeu-là. Comme Cthulhu Hack, que notre bon pote Pierre-Philippe de Coup Critique a roulé très souvent sur la chaîne Coup Critique. Vous pourrez aller voir ça. Et ça, j'ai été très curieux parce que j'ai commencé à lire Terry Pratchett dernièrement, un auteur de fantastique que j'aime beaucoup. Et on a reçu Watzburg, inspiré d'après le roman de Cédric Ferrand. Et c'est un jeu de rôle où on incarne des gardes dans une ville un peu corrompue, où les problèmes se règlent souvent à coups de masse plutôt qu'à coups de discussion. C'est super intéressant, l'ouvrage est super beau. Voilà. Fait qu'Internet, maintenant, les jeux de société que j'ai testés dans le mois, il y a mon coup de cœur du mois dont j'ai parlé encore et encore. Probablement que mon ami Raphaël va en parler dans le On joue à quoi avec le reste de l'équipe. Mais c'est le nouveau jeu de Matt Leacock, Daybreak. Daybreak, c'est un jeu coopératif qui va rappeler un peu, bien sûr, Pandémique, parce que c'est le même auteur, mais on est dans quelque chose d'un peu plus gamer. Le but de Daybreak, c'est on est à la tête d'une grande puissance mondiale et on doit essayer de réduire nos émissions de gaz carbonique dans l'atmosphère pour éviter le réchauffement climatique. Et c'est vraiment, vraiment le fun. C'est pas un jeu parfait. Puis je sais qu'il y a des gens qui, déjà Pandémique, ça rebute certaines personnes. Le concept de jeu coopératif où on affronte un algorithme de carton qui va générer aléatoirement des menaces insurmontables, parfois. On retrouve ça ici, dans Daybreak. Le moteur du jeu repose sur des petites cartes projet. On a 5 piles de cartes devant nous et on va graduellement empiler de nouvelles cartes projet l'une par-dessus l'autre. Et plus il y a d'icônes semblables sur les différentes cartes empilées, plus l'action sur le sommet de la pile vont être puissantes. Il faut vraiment choisir ces batailles, parce qu'on n'a que 5 piles projet, 5 actions qu'on peut produire. Alors, il faut vraiment jongler avec ces piles-là, parfois enterrer des projets qui nous tiennent à cœur, parce qu'il y a un projet qu'on peut utiliser si on écrase une de nos piles, qui va nous servir à régler une crise imminente. Facilement, il y a une loupe négative ou positive qui se crée dans le jeu. C'est-à-dire, si votre premier tour est très très positif, ces effets-là vont se cumuler, vont faire boule de neige, alors la partie va être très très simple. Et si au contraire, vous êtes un peu malchanceux et votre premier tour ne se passe pas comme prévu, vous allez probablement perdre. Mais même à ça, même dans les parties qui semblaient impossibles à gagner, ou dans les parties qui semblaient trop faciles, j'ai toujours eu du plaisir. Ce moteur-là de petites piles de cartes qu'on crée, qu'on assemble, c'est tellement le fun. Il se joue aussi sur Board Game Arena présentement. Alors si vous voulez juste avoir un aperçu du jeu, c'est tout à fait possible.
aujourd'hui, en ce moment, allez voir ça. Ensuite, un jeu que ça faisait longtemps que j'avais pas joué et que j'espérais pouvoir apprécier de mon œil moderne. Tu sais, des fois, il y a des trucs que tu joues quand t'es jeune, puis là, quand tu rejoues aujourd'hui, t'es comme genre, ah, j'aime-tu ça vraiment? Il s'agit de City of Horror, qui est un jeu, je crois, de 2011, édité par Repoprod. Et dans City of Horror, on va incarner des survivants dans une apocalypse de zombies. On a un certain nombre de survivants sous notre contrôle. Chaque survivant va valoir des points s'il survit pendant les 4 tours de jeu. À la fin du 4e tour de jeu, il y a un hélicoptère qui arrive dans la ville pour secourir tous les survivants qui ne sont pas encore décédés. On va scorer les points qu'il y a sur la carte survivant si on est capable d'amener un vaccin pour l'immuniser au virus des zombies. Et le jeu, c'est un jeu de négociation très vache, où on va à tour de rôle déplacer un personnage dans un des lieux, mais chaque lieu a une limite de personnes qu'il peut accueillir. S'il y a une attaque de zombies parce qu'il y a trop de zombies devant notre lieu, eh ben on doit voter. Tous les joueurs qui ont un personnage présent dans le lieu qui est attaqué votent pour décider qui va se faire manger par les zombies. Après, c'est de la négociation très dure, du genre comme, attends, lui il a 2 personnages, donc il y a le gros bout de la négociation, mais si on se met ensemble, on pourrait voter contre lui. Tout est négociable, donc on peut trouver des cannes de nourriture qui valent des points. On a les fameux vaccins qui sont très convoités. C'est très chouette, j'ai bien aimé ça. Quoi que je dois dire, dans la partie qu'on a jouée, il est arrivé fréquemment que, dû au hasard de la situation, on se retrouvait dans une situation où on n'avait pas de levier de négociation du tout. On avait un joueur qui était souvent au bon endroit, au bon moment, et à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de négo. Dans un jeu de négo, c'est un peu plate. Quand il y a un de tes joueurs, puis il y a 2 des siens, puis il est comme, bon, ben, tu vas te faire manger par les zombies. T'es-tu d'accord avec ça? Puis c'est comme, ben, je pense que oui. Puis je vais prendre les vaccins aussi qui sont là. Ça te va-tu? Ouais, ok. C'était un peu dommage. Je pense que c'est le genre de jeu qui se vit vraiment à 4, 5, 6 joueurs. Parce que justement, on l'avait joué à 3 et c'était plutôt tranquille. Fait que oui, écoutez, je pense que je ne sais plus s'il est trouvable, mais si vous voulez l'essayer, je vous recommande fortement d'avoir le plus de joueurs possible. Ensuite, j'ai pu jouer aussi quelques parties de Summoner Wars, qui était un jeu que j'adore puis que j'ai pas eu assez la chance de jouer. C'est un jeu duel, donc pour 2 joueurs qui s'affrontent. Donc on a notre deck de cartes qui représente notre armée, comment dire, de créatures qu'on peut invoquer. Et on a une carte principale qui est notre boss. Et lui, il est sur le plateau, comme ça, c'est un espèce de plateau de 6 cases par 6 cases, un grand quadrilatère. À chaque tour, c'est très séquentiel, là. Donc on va invoquer les créatures via notre portail, qui est une autre carte sur le terrain. On va les faire bouger, puis on va les faire attaquer en lançant des dés. Le but est de tuer le boss adverse. Et comme c'est une grille avec plein de goulots d'étranglement naturels, ben, il faut manœuvrer de façon intelligente pour parvenir à encercler le boss ennemi ou ses créatures clés avec nos propres créatures. Tout le monde a des pouvoirs spéciaux. Chaque deck est ultra différent. Dans le kit de base, ici, ce sont les orques et les elfes. Les orques sont extrêmement violents. Ils vont pouvoir vous tasser, vous déplacer vos cartes que vous le vouliez ou pas. Et les elfes sont plutôt flexibles, ils sont plutôt souples. Leur boss a le pouvoir de téléporter certaines unités clés, donc quand elle se retrouve seule, elle peut amener quelqu'un devant elle pour la protéger. C'est super le fun et il y a tellement de factions différentes. Il y a les gobelins par exemple, où le boss peut changer de place avec un de ses sbires. Les nécromanciens qui peuvent ressusciter certaines créatures décédées sur le champ de bataille, qui reviennent encore et encore tirailler l'ennemi. Je l'avais fait une mini-critique de ce jeu-là, puis c'est l'impression que ça me donne, c'est que c'est un jeu de miniature, super abordable, super accessible. On peut jouer même sur le site de Playlat Games, donc pour ceux qui veulent l'essayer, c'est possible. C'est vraiment un super bon jeu, j'adore. On a aussi testé le jeu qui s'appelle Orion Duel. C'est un jeu à 2 joueurs aussi, abstrait. On est comme 2 entités du cosmos qui s'affrontent pour être le plus cool du cosmos, I guess. Les bleus et les oranges. Et il y a 3 conditions pour gagner la partie. Donc il y a 3 situations dans lesquelles un joueur peut remporter. Sur le petit plateau,
il y a des trous noirs et des galaxies. Si on est capable de relier, je pense, 4 galaxies, on gagne. Si on est capable de relier 2 bouts du plateau avec une grande ligne de notre couleur, donc soit orange ou bleu, on gagne. Mais attention, si on relie 3 trous noirs par des lignes de notre couleur, on perd. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a chacun les mêmes tuiles. C'est des petites tuiles hexagonales qui contiennent différentes combinaisons de couleurs. Si vous jouez les oranges, vous avez bien évidemment des tuiles qui contiennent plus de orange et les bleus, des tuiles qui contiennent plus de bleu. Mais on a quand même un petit peu la couleur de l'autre sur nos propres tuiles. Fait que c'est vraiment le genre de jeu où on est tiraillé parce que chaque placement de tuiles peut autant nuire à notre adversaire que créer une nouvelle opportunité pour lui. Et c'est ça qui est intéressant ici. Mais si vous êtes fan de jeux abstraits puis de petites tensions, de petits puzzles mentaux, je pense que ça vaut le détour. C'est quand même intriguant. Je pense que j'aurais pris quelque chose d'un petit peu plus... un peu plus de oomph au niveau de la production. Parce que moi, c'est ça souvent, là. Un jeu abstrait, je vais l'essayer parce que le jeu est magnifique. Puis ça me donne l'impression que c'est une œuvre d'art que je manipule. Puis j'ai le goût, je suis attiré par les pièces puis le plateau. C'est vraiment pas ça, Orion Duel. C'est un petit peu fret cosmos, à mon avis. Et oui, donc ensuite j'ai tous ces fameux jeux que j'ai essayés avec mon ami Vincent. Le premier que j'ai bien aimé, c'est Safranito, qui est un jeu de dextérité tactique. Donc on doit faire des recettes des plats indiens. Donc on a notre plateau sur la table qui est encadré par des petits rebords en carton. Et on a des jetons qui représentent notre faction, notre cuisinier, I guess. C'est vraiment des beaux jetons de poker avec des valeurs de 10 à 50, si je ne me trompe pas. Et on doit les lancer sur le plateau et espérer que notre pion tombe sur l'ingrédient qu'on a besoin pour réaliser les recettes. Mais là, si tu lances ton 10, t'es mieux de le pogner, parce que le 10, c'est le coût en argent que tu vas devoir dépenser pour acheter cette épice-là. Fait que si tu rates ton coup avec le 10, tu n'auras pas le choix d'essayer peut-être avec le 20. Et il y a des actions spéciales qui vont vous apporter un avantage selon la valeur que vous avez lancée dessus. Donc là, ces petites actions spéciales-là, pas facile à pogner, tu veux lancer ton jeton qui a une plus grande valeur. Mais comme c'est un jeu d'agilité, puis d'adresse, puis de jetons qu'on lance, tout va être bousculé par les lancers des autres joueurs. C'est vraiment intéressant, un vrai bon petit jeu. Il paraît qu'il y a une réédition dans une version un peu plus cuisine japonaise. Je ne l'ai pas essayé. Mais je dois dire que ça, j'ai vraiment adoré ça. Safranito, super bon jeu, sans doute plus trouvable. On avait joué aussi à Die Macher. Die Macher? Ce jeu-là, c'est un jeu allemand, un peu abstrait, je dirais de guerre psychologique. On a plusieurs petites pièces de mur et on doit toutes les placer pour gagner la partie. Pour jouer une pièce, tu dois choisir en secret une de ces fameuses pièces, la mettre dans ta main. Tous les joueurs font de même, on révèle, et si personne a joué la même pièce que toi, tu peux la placer. Il y a certaines règles de placement des murs et des portes, donc une porte ne peut pas être placée à côté d'une porte. Il y a des tours qui doivent séparer les différentes sections du mur. Fait qu'il y a plein de petits trucs qui font que tu dois suivre, tu dois mémoriser ce que les autres ont joué. Qu'est-ce qui leur reste? Qu'est-ce qui ont le plus de chances de jouer? C'est vraiment pas facile de se faufiler pour placer ces pièces, mais c'était très intéressant. Un beau petit jeu abstrait. Non, ça a été bien plaisant. Et oui, un autre super jeu qu'on a essayé avec Vincent, c'est Lowenherz, qui est un jeu de Klaus Teuber, le créateur de Catan. Lowenherz, c'est un jeu de contrôle de zone. On va jouer donc sur un plateau un peu beige, médiéval. Donc, on a des petits espaces qui représentent des villes, des mines, des forêts, des plaines. Et on va placer nos châteaux sur le territoire. Et à chaque tour, une carte est révélée avec 3 actions qu'on peut prendre. Et la grosse twist du jeu, c'est qu'on va choisir en secret laquelle des 3 actions proposées on veut faire ce tour-ci. Mais si plusieurs joueurs choisissent la même action qui est sur la carte, ils doivent négocier parce qu'un seul des joueurs pourra faire l'action désignée. Fait que mettons, on est 3 à vouloir faire des murs. On a tous les 3 mis notre carte, on veut faire les murs comme action.
Ben, faut négocier. Il y a juste un d'entre nous qui va faire l'action au complet. On peut pas splitter l'action, on peut pas se séparer les habiletés de l'action. Fait que si c'est une action qui te permet de placer 3 murs, il y a juste un de nous trois qui va placer ces 3 murs-là. Négocier. Et si on n'arrive pas à s'entendre, si on n'arrive pas à trouver un compromis, ben c'est un duel. Alors on va placer de l'argent en secret de notre main, c'est une enchère, et celui qui va avoir misé le plus d'argent va pouvoir profiter de l'action au maximum. C'est super chouette. Les murs comme ça vont créer des petits enclos autour de nos châteaux. Et c'est comme ça qu'on fait des points. Dès qu'on finit une section complétée de petits murs autour d'un territoire, on score des points pour le nombre d'espaces dans ce royaume-là. Mais les chevaliers nous permettent de repousser nos murs. Et tu peux empêcher un joueur de pousser sur ton terrain si tu as suffisamment de chevaliers pour l'arrêter. Fait que c'est vraiment un bras de fer. Le genre de petit jeu simple avec très peu de règles mais qui crée des émotions fortes. Mais c'était quand même très chouette. Fait que merci de m'avoir fait essayer ça, Vincent. Le vagabond ludique. On a joué aussi avec nos amis des Tugames à Mlem Space Agency. Donc on va lancer des expéditions de minous dans l'espace. Et graduellement, on a une piste sur laquelle on avance. On lance des dés pour avancer sur cette piste-là. Mais on va graduellement arriver sur des espaces qui vont nous faire perdre des dés. Et si on lance mener les dés, on n'obtient aucun des résultats qui sont représentés sur l'espace où on se trouve avec la fusée. Ben, la fusée explose et on ne fait aucun point. Tous les chats reviennent au bercail. Donc à la fin de chaque lancer de dés, les joueurs ont le choix de descendre les chats qu'ils ont sur la navette pour les poser sur une lune ou une planète et faire des points. Vraiment un jeu de stop ou encore, push your luck, excellent, vraiment eu beaucoup de plaisir. Ça m'a fait penser un peu à Celestia. Celestia est plus simple à mon avis, mais ici ce qui est le fun, c'est que chaque chat aussi a un pouvoir unique. Une fois qu'il est dans la fusée, ça va changer notre voyage. C'est sûr que c'est dur, hein, parce que comme tous les jeux de push your luck, si tu as quelques voyages malchanceux, et que tu tires de la patte, après, tu n'as plus rien à perdre. Il faut que tu fasses il faut que tu défies les probabilités de façon un peu déprimante. Où tu fais, il faut que je me rende au bout de l'univers, sinon j'ai aucune chance de gagner. C'est ce genre de jeu-là, le Gambler. J'ai bien aimé. Fait que Mlem, pour aller voir notre partie, si vous le souhaitez, c'était bien intéressant. Et là aussi, jeu surprise que j'ai testé récemment. C'est un jeu classique, un jeu de simulation économique assez corsé. Il s'agit de Monopoly, que j'ai joué, je pense que j'ai joué déjà presque 10 games cette année de Monopoly, parce que ma fille vient de découvrir pour la première fois le jeu. Ça, c'est vraiment une fille de gamer. Elle avait jamais joué à Monopoly. Puis on a fait une partie, tu sais, j'ai expliqué les règles, puis on s'est lancé. Elle a eu tellement de fun. Puis moi aussi, je dois le dire, je pense que Monopoly, c'est un jeu qui reçoit beaucoup de flack parce que c'est devenu un meme. C'est devenu presque un raccourci là, de dire que Monopoly, c'est poche, point barre. Je pense que la situation est un peu plus nuancée. Oui, le roll and move peut être frustrant, mais en même temps, ça génère graduellement des lots aléatoirement. Il y a, à mon avis, le même genre d'aléatoire qu'on peut retrouver dans Chinatown, sauf que plutôt que d'avoir des lots qui sont attribués en début de partie de façon aléatoire par une distribution, c'est des lots qu'on va trouver en avançant graduellement grâce aux dés. Et ce que j'aime, c'est vraiment l'aspect négociation, parce qu'il y a des parties où j'ai été tellement malchanceux, mais à force de demander puis de supplier, j'ai pu aller acheter mes terrains quand même. C'est vraiment un jeu de négociation assez pur, et moi j'aime ça. Règle maison, bien sûr, dès que tu arrives à 0 liquidité, tu n'as plus d'argent liquide, la partie se termine, on n'a pas le goût de jouer juste 5 heures, fait que dès que quelqu'un est à 0, boum, c'est fini! Est-ce qu'il y a des meilleurs jeux que Monopoly? Non. Oui, bien sûr qu'il y a des meilleurs jeux de simulation économique que Monopoly. Écoute, qu'est-ce que tu veux? On y a joué beaucoup, moi j'ai aimé ça, j'ai fait la paix avec Monopoly, c'est pas si pire que ça pour vrai. Et pour terminer, un jeu qu'on a joué, qu'on a vraiment aimé en famille, vraiment un cool petit jeu qui fait vraiment bien ce qu'il fait. C'est Coffee Rush. C'est un jeu dans lequel on va être à la tête d'un petit café spécialisé. Et on va devoir préparer toutes sortes de recettes pour nos clients.
Il y a une espèce de petit plateau central qui représente divers ingrédients. On a nos petits meeples sur ce petit quadrillé-là et on va se déplacer de 1, 2 ou 3 espaces et récupérer tous les ingrédients sur notre chemin. On va ensuite placer ces ingrédients-là dans une de nos tasses et dès qu'une tasse remplit les conditions d'une de nos commandes, on marque les points dessus, on la met dans nos commandes complétées. Le truc, c'est qu'à la fin de chaque tour, les commandes vont descendre. Un peu comme dans Overcooked, le jeu vidéo, si vous prenez trop votre temps pour répondre aux commandes, celles-ci vont finir dans les cartes négatives des clients frustrés. Et à chaque fois que vous complétez des cafés aussi, vous envoyez ce qu'on appelle un coup de feu, un rush, à vos adversaires qui vont devoir aller piocher d'autres commandes qui vont arriver en haut de leur ligne. Fait que des fois, t'as 4 cafés sur une même ligne. T'es comme, faut que j'en complète parce que ça s'en va tout dans mon bas de ligne. Puis c'est vraiment super. J'ai adoré ça. Il y a plein de petits pouvoirs aussi qu'on peut acheter en sacrifiant des commandes complétées pour obtenir plus d'ingrédients, pour faire des petits combos d'optimisation quand on passe sur le quadrilatère. Je vous dirais, ça fait magnifiquement bien ce que ça fait. C'est pas un jeu complexe. Pas du tout, même qu'à la limite, c'est un petit peu simplet. Les parties étaient assez serrées parce que ce qu'on fait à notre tour, ça se ressemble tout un peu. Mais même si c'est simple, moi j'ai trouvé que c'était parfait pour une partie de 30 minutes. Moi je joue avec mon frère, qui n'est pas un fan de jeux de société, mais qui adore les cafés. Puis ma fille, qui commence à s'initier à des jeux un peu plus complexes. Elle a adoré. Les pièces à l'intérieur sont réellement magnifiques. Fait que si vous cherchez ce genre de petits jeux-là, peut-être un jeu d'introduction justement pour des amis qui commencent à s'intéresser aux jeux de société et qui trippent sur le café, c'est super simple à comprendre, ça joue super bien, puis il y a un beau petit puzzle quand même pour aller chercher nos ingrédients de la façon la plus efficace possible. Les cartes sont magnifiques, je l'ai déjà dit, mais j'adore le café, fait que quand je vois un beau dessin de café, ça me donne le goût d'en boire! Alors voilà Internet, ce sont les jeux que j'ai essayés pour le mois de janvier 2024. Le mois de février risque d'être un très gros mois étant donné qu'on va partir à Cannes, au Festival international des jeux. Si vous êtes présent sur place, n'hésitez pas à nous écrire via Facebook ou YouTube. Ça nous ferait plaisir de vous croiser, de vous faire comme « Yo, comment ça va? » Si vous n'avez pas vu le On joue à quoi du reste de l'équipe, vous pouvez le voir juste ici. Fait qu'hésitez pas à aller voir ça parce qu'ils ont joué à plein de choses. Puis on a joué à des affaires ensemble là-dedans. Là, fait qu'ils ont sans doute des opinions qui sont peut-être un peu différentes des miennes. Puis c'est intéressant de voir différentes opinions, je crois. Fait que salut Internet, à bientôt. C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Je t'aime! Tu m'aimes! On s'aime!